Alors les chiffres sont dans le rouge, ils le sont encore tous et en particulier nous avons un impact sur les soins intensifs qui augmente jour après jour. Ceci étant, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles puisque le nombre d'infections augmente, comme vous l'avez sans doute remarqué, plus lentement depuis quelques jours et qu'on peut donc espérer que par la suite il y aura une diminution des hospitalisations de la même manière aussi. En revanche, on l'a dit, le nombre de patients en soins intensifs nous préoccupe puisque c'est la 5e semaine consécutive que ces chiffres s'accumulent vers le haut et qu'à ce rythme, on pourrait atteindre le fameux seuil de 1000 patients aux soins intensifs aux environs du 10 avril. Ça nous laisse donc une bonne dizaine de jours pour aider à modifier la direction de cette courbe. Revenons-en aux chiffres et vous les voyez sur la première diapositive. Nous avons eu en moyenne 4751 nouveaux cas par rapport à la semaine passée, ce qui est une augmentation de 17%. 17%, je vous rappelle que nous avions des augmentations qui allaient jusqu'à plus de 40% encore, entre autres dans la semaine du 17 au 20 mars, et que donc on a un clair ralentissement de cette courbe. Le lundi 22 mars, on a atteint ce qui est pour l'instant le nombre le plus élevé de cas, en l'occurrence 6274 nouveaux cas en une journée. Cette augmentation se manifeste sur l'ensemble du territoire et sur toutes les tranches d'âge. Elle est la moins prononcée chez les personnes âgées, en l'occurrence les octogénaires, où c'est à plus 2%. Elle est la plus prononcée chez les personnes dans la quarantaine, avec plus 21%. Chez les enfants, chez les adolescents, on a une diminution de ce nombre de chiffres. On a pour l'instant une augmentation qui est tombée à 15%. Et vous vous rappelez probablement qu'on avait encore des plus 50% il y a peu. Ceci étant, en nombre de nouveaux cas, en quantité de cas, les adolescents restent encore actuellement le groupe qui est le plus représenté au cours de la dernière semaine. Si on regarde les provinces du pays, elles sont toutes en rouge, tout spécialement d'ailleurs à l'est et au sud du pays. Vous voyez qu'au niveau des régions, la Wallonie est à plus 24%, suivie par la Flandre et Bruxelles assez proches, puisque plus 14% pour la Flandre et plus 12% pour Bruxelles. Au niveau provincial, et on le voit nettement ici, c'est la province de Liège qui a l'augmentation la plus importante avec plus 38%, et on voit que tout l'est du pays pratiquement, puisque le Limbourg est à plus 31%, le Luxembourg plus 32% et le Namurois plus 29%. Au niveau du nombre de tests, nous battons nos records, si on peut dire, puisque on n'a jamais fait autant de tests. En moyenne, actuellement, nous avons une moyenne de 67 000 tests effectués par jour. Le mardi 23 mars, on a même battu notre record avec 87 052 tests effectués en une seule journée. Ces tests actuellement ont une positivité dans 7,7%, ce qui est relativement stable depuis quelques jours, mais montre encore une circulation significative du virus. Si on s'intéresse aux nouvelles admissions à l'hôpital, comme on le voit sur la diapositive maintenant, elles continuent à augmenter. On le voit sur la courbe. La semaine dernière, nous avons eu en moyenne 241 nouvelles admissions par jour, soit plus 18% par rapport à la moyenne de la semaine qui précède. Le pic actuellement est celui de vendredi dernier où on a compté 296 hospitalisations et il n'est pas impossible que nous ayons encore dans les jours qui viennent des chiffres vers les 290-300 admissions par jour. Ceci étant, au vu de la moindre augmentation des nouveaux cas, nous espérons avoir un impact dans les jours qui vont suivre au niveau des nouvelles admissions à l'hôpital. Au vu de ces admissions successives, le nombre de total de lits occupés par les patients Covid continue d'augmenter et nous sommes désormais à un total de 2818 patients hospitalisés, ce qui est 19% de plus
que ce que nous avions par rapport à la semaine précédente. Sur ces patients, il y en a, et on l'a déjà dit, c'est ce qui nous préoccupe le plus, 739 qui sont au niveau des soins intensifs, et ceci reste une augmentation de l'ordre de 25%, donc une augmentation qui est relativement importante et plus importante que celle des simples admissions. Dans la balance, comme il y a pour l'instant plus de patients qui sont admis que de patients qui sortent de l'hôpital, nous avons cette augmentation quotidienne du nombre de patients hospitalisés et tout spécialement au niveau des soins intensifs. Cette augmentation est présente dans les hôpitaux de tout le pays, à Bruxelles, dans le Hainaut, en Flandre orientale et à Anvers, donc dans ces 4 provinces ou régions, on a actuellement dans chacune d'entre elles plus de 100 patients Covid au niveau des soins intensifs. Alors si on s'intéresse aux décès, bien vous voyez que cette courbe est moins préoccupante, j'ai envie de dire heureusement, dans le sens où l'augmentation que nous notons pour l'instant reste limitée. Nous devons malheureusement encore déplorer 27 décès par jour, c'est 4% de plus que la semaine passée. Et comme on l'a déjà dit, il ne s'agit pas spécialement des patients les plus âgés, de plus de 85 ans, dont une partie significative est en maison de repos, mais plus de personnes de 75 à 85 ans qui ne séjournent pas en maison de repos et qui sont victimes de l'infection. Alors le thème du jour va être les résultats de recherche d'anticorps, donc de la sérologie au niveau des écoles, aussi bien chez les écoliers d'ailleurs que chez les professeurs et le reste du personnel qui travaille dans les écoles. Il y a, conjointement par Sciensano et l'Université de Louvain-Flamande, une étude qui consiste à tester des élèves de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire ainsi que du personnel scolaire, en recherchant dans leur sang des anticorps contre le coronavirus, montrant donc qu'ils ont été infectés par ce virus, même s'ils n'ont pas développé de symptômes et même s'ils n'ont pas eu de test positif. Les résultats de la première période de cette étude sont actuellement disponibles et cette première période va du 3 décembre 2020 au 28 janvier 2021. Elle est donc directement en succession de la deuxième vague qui nous a frappés au mois d'octobre et au mois de novembre. Cette étude a été effectuée sur un nombre relativement considérable de personnes puisqu'il s'agit de 1285 élèves et de 818 collaborateurs au sens large du terme, adultes de ces écoles. Ça a été pratiqué dans 44 écoles primaires et 44 écoles secondaires, représentatives de la population des écoles en Belgique en général. Que peut-on voir dans ces résultats? Eh bien, il faut apparaître que, globalement, 12,4% des élèves et 14,8% du personnel au niveau des écoles primaires et du premier degré du secondaire ont des anticorps contre le coronavirus. On voit donc ici que le pourcentage d'élèves est égal à inférieur à celui des collaborateurs au niveau des anticorps. Mais il est clair que ces différences sont peu importantes. Les différences entre les élèves du primaire et ceux du début du secondaire sont elles aussi relativement faibles. Si on s'intéresse à ce qui se passe chez les élèves, 2% des élèves ont eu une infection Covid confirmée au cours de la période qui a précédé l'étude sérologique. On voit donc que chez la majorité des enfants, la contamination n'avait pas été constatée avant qu'on puisse l'objectiver par la présence des anticorps relevés par cette étude. Chez les membres du personnel, la discordance est moins importante puisque, à leur niveau, 10% avaient eu un test Covid positif avant l'étude de recherche d'anticorps. Il faut souligner que tant pour les élèves que pour les membres du personnel, aucun d'entre eux n'avait été hospitalisé ou n'avait eu une forme grave de la pathologie. Alors ces résultats, qui sont des résultats globaux que je viens de vous donner, ne sont pas les mêmes dans toutes les régions du pays. Le pourcentage d'élèves et de collaborateurs qui a des anticorps est moins élevé en Flandre qu'à Bruxelles et en Wallonie. Si on voit les chiffres pour la Flandre, on a 8,7% des élèves et 13,2% du personnel. Si on voit la Wallonie, on a 15,4% des élèves, dont presque le double, et 17,7% du personnel.
À Bruxelles, on est frappé par le fait qu'au niveau des élèves, on a 24% des élèves positifs, mais on a de l'autre côté que 10,5% du personnel scolaire qui est positif. Alors, Bruxelles est un cas un peu à part, puisque ici, on est frappé par la proportion d'élèves extrêmement important qui est positif, mais les chiffres sont basés sur un échantillonnage qui est petit pour Bruxelles. Et donc, il est clair que l'étude devra être améliorée parce qu'elle a une grande incertitude, et dans les résultats qu'on aura par la suite, on aura sans doute un échantillonnage plus important permettant de tirer des conclusions qui sont plus valides. On peut aussi se poser la question par rapport au personnel, par exemple, du pourcentage d'entre eux qui habitent réellement à Bruxelles ou qui viennent de la région flamande ou de la Wallonie. Ces différences reflètent aussi la situation qu'on a connue pendant la deuxième vague. Et vous savez tous que pour cette deuxième vague, Bruxelles et la Wallonie ont été touchées de manière plus importante. Mais ceci étant, ça nous permet malgré tout d'avoir un certain nombre de données et de conclusions. Les conclusions, c'est quoi? C'est que pour la période qui a été étudiée, bien sûr, le pourcentage d'écoliers et de personnel scolaire qui a des anticorps positifs est équivalente à celle qu'on retrouve dans les études dont vous avez déjà parlé chez les donneurs de sang. On est extrêmement proche des chiffres des donneurs de sang. Au cours de cette période, le pourcentage de personnes présentant des anticorps était d'environ 16% chez les donneurs de sang, et à souligner que pour Bruxelles, on avait de l'ordre de 24-25% de donneurs de sang qui étaient positifs. Les écoles ne semblent donc pas être un lieu où le virus se propage plus. On a déjà beaucoup discuté ce point auparavant, mais ceci semble confirmer qu'elles sont plutôt un miroir de ce qui se passe dans la société en général, plus qu'un foyer de contamination. Ça n'empêche pas, bien sûr, que par le volume de personnes, enfants et enseignants qui s'y trouvent, elles puissent être un point de départ d'un certain nombre de transmissions. Bonjour à toutes et à tous. En ce mardi 30 mars, nous comptabilisons désormais 1 300 000 personnes ayant bénéficié de la première dose d'un vaccin, ce qui représente plus de 13% de la population adulte belge. Cette proportion, qui croît chaque jour, témoigne de la poursuite active de la vaccination des citoyens partout en Belgique, et notamment celle des plus de 65 ans. Parallèlement, nous nous attelons à préparer la phase de vaccination suivante, prévue pour le mois d'avril, à savoir celle consacrée aux personnes de 18 à 65 ans souffrant d'une affection sous-jacente qu'on appelle comorbidité et qui, de ce fait, augmente le risque de symptômes graves, d'hospitalisation et de décès en cas d'infection à la Covid-19. Le diabète, le cancer, les maladies cardiaques et pulmonaires sont des exemples de ces pathologies. Vous trouverez toutefois une liste détaillée sur le site des mutualités, mais également sur le site infocoronavirus.be à la rubrique Vaccination. On estime qu'environ 1,5 million de personnes seront concernées par cette phase. Comment cette liste est-elle constituée? Dès la fin de cette semaine, sur base des médicaments consommés, les mutualités auront établi la liste de leurs affiliés qui, selon les critères scientifiques définis par le Conseil supérieur de la santé, pourront bénéficier d'une vaccination prioritaire. À partir de ce vendredi 2 avril, les médecins généralistes pourront y intégrer leurs patients à risque. Ils compléteront donc cette liste progressivement. Parallèlement, des médecins spécialistes pourront également y ajouter certaines personnes atteintes de maladies rares. La vie privée est-elle respectée? Oui, absolument. La seule information contenue dans cette base de données est « cette personne représente un risque accru ». Elle ne contient donc aucune information sur la nature de ce risque ou sur la comorbidité en question. Ne figureront sur cette liste que les personnes qui seront considérées à risque
selon les critères scientifiques utilisés. Ces personnes n'auront donc aucune démarche à entreprendre pour y figurer et recevront automatiquement une invitation dans les prochaines semaines pour se rendre dans un centre de vaccination. Si vous voulez vérifier si vous êtes sur la liste, il n'est pas nécessaire d'appeler votre médecin. À partir du 8 avril, vous pourrez le faire via le site www.myhealthviewer.be. À partir de cette date, vous pourrez également vous rendre sur le site de votre mutualité pour obtenir des informations générales. Votre pharmacien pourra lui aussi vous fournir davantage d'informations. Néanmoins, ni votre mutualité, ni le pharmacien ne pourront vous inscrire sur la liste de vaccination. Seul votre médecin est en mesure de le faire. Au cours des prochaines semaines, votre médecin généraliste complétera la liste en y ajoutant progressivement les patients à risque. Si, à la date du 8 avril, vous ne figurez pas sur cette liste, veuillez consulter régulièrement le site web www.myhealthviewer.be pendant le mois d'avril. Si vous êtes un patient à risque et que vous ne figurez pas sur la liste, il est alors préférable de consulter votre médecin généraliste habituel, c'est-à-dire celui qui gère votre dossier médical. Si vous n'avez pas de médecin généraliste de référence, il est alors préférable de consulter un médecin généraliste qui pourra vous ajouter à la liste. Je vous remercie pour votre attention.